Monique Delfosse, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir pour cette nouvelle pause café. Donc on vient prendre un café aujourd'hui avec vous pour parler d'histoire, puisque vous êtes professeur à l'Université de Liège au département de sciences historiques, mais vous faites également de la recherche dans un département de recherche qui s'appelle Transition. En effet. Alors Transition, pourquoi Transition pour ce département de recherche? Pourquoi Transition? Pourquoi Transition? Eh bien parce que c'est un département de recherche qui travaille sur le Moyen-Âge et la première modernité et qui a comme objectif premier, lorsqu'il a été fondé, quand on s'est réunis, toute une série d'historiens de l'art, de spécialistes de la littérature, de spécialistes des langues, qui tous s'intéressaient à cette période, et on a voulu travailler sur cette période d'entre-deux, entre le Moyen-Âge et l'époque moderne, qui est un moment de transition, trop souvent ignoré, et on voulait rassembler nos forces pour travailler ensemble sur cette période-là. Alors par après, on a un peu élargi nos objectifs, et donc on embrasse beau Moyen-Âge et une belle modernité, et ensemble on travaille sur ces deux périodes en essayant de voir comment les choses bougent, changent, évoluent depuis le Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne. Alors, c'est la référence tarte à la crème, et quand on pense à la recherche en histoire, tout de suite vient en tête cette fameuse réplique dont on connaît la chanson d'Alain Resnais. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28? Je te l'ai dit, non? Ah bon? Et une thèse sur quoi? Sur rien. Ah bah c'est bien, ça prend pas beaucoup de temps, ça. Mais non, c'est les chevaliers de l'an 1000 du lac des paysans. Ah non, Odile, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Bon, ben alors vas-y, c'est quoi? Les chevaliers paysans de l'an 1000 au lac de Paladru. Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas dit ça. Non. Au lac de? Paladru! Mais, excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse, Non, personne. Mais pourquoi t'as choisi ce sujet, alors? Pour faire parler les cons. Est-ce qu'on est mal à l'aise quand on parle de son travail lorsqu'on fait de la recherche en histoire? Est-ce qu'on est mal à l'aise? Peut-être un peu, surtout que quand on présente nos sujets de recherche, on a tendance effectivement à annoncer des sujets très précis qui apparaissent au grand public comme des sujets très segmentés. Et effectivement, la référence à Agnès Jaoui, qui est là en état d'angoisse et de stress pendant sa thèse de doctorat et qui travaille sur ces chevaliers paysans de l'an 1000 au lac Paladru, nous revient sans cesse à la figure et montre que notre métier peut-être, par certains aspects, est considéré comme un métier du micro-objectif, de la micro-échelle, où on travaille sur des micro-segments qui finalement, tout seuls, n'ont pas beaucoup de sens. Et ça, c'est possible, en effet. Mais précisément, ces recherches d'envergure, ces recherches peut-être de petite envergure, qui semblent de petite envergure, sont en fait des recherches qui nous permettent de rentrer au cœur du passé, d'améliorer notre connaissance du passé, et qui, connectées avec d'autres recherches, font pleinement sens. Et du coup, peut-être qu'on n'est pas si embêté que ça de dire ce sur quoi on travaille. Pour être encore un peu plus concret, dites-moi un peu, ça ressemble à quoi la recherche en histoire? Et vous, concrètement, vous travaillez sur quoi, par exemple? Sur des chevaliers paysans? Non, moi je travaille sur la Vierge. Non, c'est faux. J'ai travaillé sur la Vierge, sur la figure de la Vierge Marie. Mais ça, c'était justement au temps de ma thèse de doctorat. Maintenant, je travaille sur quantité d'autres choses. Mais peut-être qu'avant, je pourrais vous dire quelques mots sur ce qu'est la recherche en histoire, parce que c'est vrai qu'a priori, c'est pas une chose qu'on comprend aisément. On voit bien ce que fait le chercheur dans un laboratoire. D'ailleurs, c'est comme un lieu commun. On parle toujours des éprouvettes, en tout cas de ces sciences qui peuvent être répétées, de ces expériences qui peuvent être répétées plutôt. On parle aussi des chercheurs dans des domaines de sciences humaines, de la science de l'homme, et qui eux peuvent directement observer. On pense aux sociologues, on pense aux anthropologues, ils voient l'archéologue. Alors, l'archéologue, lui comme nous, partage le fait qu'on travaille sur quelque chose qui n'est plus, quelque chose qui a disparu. On parle de quelque chose de presque exotique, mais à ce point exotique qu'on n'a pas de connexion directe avec. Et l'archéologue, on visualise ce qu'il fait. On le voit entrer dans la pyramide et dans la tombe de exactement. Pharaon. Indiana Jones, ça fait beaucoup pour populariser le métier. En effet, on voit bien, on le voit sur son champ, sur son terrain, on le voit avec sa brosse à dents, avec sa pelle, on le voit en train de déterrer des morceaux de vase, en train de faire surgir des fondations, et on voit en effet ce à quoi il peut arriver. On se dit qu'au départ de ce fragment matériel, il arrive à reconstituer le passé. L'historien, il travaille aussi sur ces fragments matériels, il est moins sur le terrain, mais il connaît ces fragments matériels, mais il travaille aussi et peut-être même surtout sur d'autres types de fragments, d'autres indices, d'autres traces, qui sont les sources écrites, qui sont les archives, les documents imprimés, toutes les traces écrites du passé. Et vous, quels sont vos fragments alors? Alors moi, je suis une spécialiste d'histoire, on va dire très largement, d'histoire religieuse, d'histoire plus largement encore moderne.
Alors l'intitulé de votre recherche, hein, pour revenir à notre lac Paladru qui fait tant frémir, l'intitulé de votre recherche c'est quoi? Alors, j'ai cette chance, cette difficulté aussi, mais cette chance pour l'instant d'être à la tête d'une équipe et d'avoir aussi des collègues qui sont très actifs et donc finalement de travailler dans plusieurs champs. Et je dirais que j'ai deux grands dossiers principaux sur lesquels je travaille pour l'instant et le premier de ceux-là, celui qui me tient à cœur, c'est le dossier Épistolaire, qui est un grand projet de recherche, une ARC, une action de recherche concertée, dans le cadre de laquelle je travaille avec des historiens de l'art, des philologues, c'est-à-dire des spécialistes de la langue, et des historiens sur un carteggio, c'est-à-dire un corpus de correspondance d'artistes des 14e, 15e et 16e siècle. Et ensemble, on essaye de comprendre au départ de cette correspondance que les artistes échangent entre eux, avec des mécènes, avec des spécialistes du marché de l'art, on essaie de comprendre quel est le statut de l'artiste, comment l'artiste arrive à se créer des réseaux. On essaie de saisir au plus près son quotidien, ses stratégies de métier, réellement la manière dont il construit son identité et son statut d'artiste. On parlait déjà du statut d'artiste à l'époque. Alors c'est une question qu'on me projette en partie, mais c'est intéressant de voir que précisément ces 14e, 15e, 16e, cette période justement de transition, cette période d'entre-deux, l'artiste artisan commence à se présenter comme un artiste. Alors, on pense à des grands noms, Léonard de Vinci, Michel-Ange, puis toute une série myriade d'autres qui eux n'ont pas cette reconnaissance, mais qui néanmoins essaient de se forger un statut, une identité, une reconnaissance, et cherchent des mécènes, cherchent des protecteurs, cherchent des personnes qui pourront vendre leurs travaux, qui pourront leur apporter les matériaux nécessaires à l'avancement de leurs travaux. Et précisément, on travaille sur cette correspondance comme un laboratoire où se disent ces artistes, où ils présentent leur quotidien, où ils présentent leur identité. Et au jour le jour, votre travail s'articule comment? Vous passez votre temps à lire des lettres et des lettres et des lettres, à les mettre en correspondance les unes avec les autres? Belle question, ce serait merveilleux. Hélas, être prof, c'est un métier magnifique. Mais c'est un métier aussi où on fait beaucoup de choses. Donc je voudrais pouvoir lire toute la journée. Mais j'ai aussi beaucoup de plaisir à enseigner. Donc j'enseigne une grande partie de mon temps. Je rends service à mon institution, une autre grande partie de mon temps. Et puis je passe aussi du temps plutôt alors à coordonner des plus jeunes, des postdocs, des doctorants qui travaillent sur ces lettres. J'avais évoqué l'enseignement. Oui. Est-ce qu'il y a une articulation entre la recherche et l'enseignement dans votre domaine de travail? Alors, je pense que c'est le fondement même de ce que doit être un professeur d'université. Je pense que c'est ce qui nous caractérise fondamentalement par rapport à nos collègues dans d'autres lieux d'enseignement. Je pense que ce qui nous nourrit le plus, c'est précisément cette capacité à sans cesse faire l'aller-retour entre notre travail de recherche et notre travail d'enseignement. C'est parce qu'on est un chercheur, qui sommes confrontés au quotidien, au travail avec les sources, aux difficultés que pose l'archive, à la frustration que représente le travail d'histoire, puisqu'il faut parfois chercher énormément avant de trouver un document qui pourra apporter des réponses aux questions que l'on pose. Et c'est cette expérience du quotidien qui fera qu'on sera un professeur qui pourra expliquer ce que c'est le métier. Puisque notre rôle ici à l'université n'est pas de raconter de belles histoires, n'est pas de leur dire ce qu'était la vérité du passé. Notre rôle, c'est de les former au métier d'historien, c'est-à-dire de les conduire à être eux aussi un jour historiens et à se poser les mêmes questions que celles que nous nous posons aujourd'hui. Et à l'inverse, les étudiants en histoire, les étudiants dans nos séminaires, posent quantité de questions qui nous obligent, nous contraignent sans cesse à reformuler les questions qu'on pose au passé. Et donc on est tout le temps dans ce jeu, dans cette frontière imperméable et dans ce passage de l'un à l'autre qui est véritablement riche. Et je pense qu'on ne pourrait pas être un bon prof d'université si on n'est pas un vrai chercheur. Comme on ne serait pas, je crois, un chercheur efficace si on était coupé du monde des étudiants. Ah oui. Vous avez dit que vous aviez un deuxième gros projet. Oui. C'est lequel? Alors ce gros projet, c'est un projet qui lui est fédéral, qui est financé par la politique scientifique fédérale belge, qui est un projet qui est aussi lié à ce monde des académies, à ma vie romaine, cette vie d'avant, quand j'étais postdoc, qui est un projet intitulé Culture du spectacle baroque, qui précisément essaye de comprendre ce qu'était la dimension spectaculaire du christianisme et
précisément du catholicisme dans les Pays-Bas méridionaux, c'est-à-dire grosso modo la Belgique actuelle sans Liège, et donc d'essayer de comprendre ce qu'étaient les manifestations spectaculaires du religieux au début du XVIIe siècle. C'est étrange, hein. Oui, c'est le spectaculaire dans le christianisme. Voilà. De quoi est-ce qu'on parle exactement? On parle en fait d'un christianisme ostentatoire, c'est-à-dire d'un christianisme qui se donne à voir, même d'un catholicisme qui se donne à voir dans les rues à l'occasion de processions qui sont des processions où le spectacle est omniprésent. On dresse des arcs de triomphe, on dresse des scènes avec des automates qui bougent, qui imitent ou un assassinat ou une résurrection. C'est un christianisme qui avance dans les rues des villes avec des enfants des collèges jésuites tout à fait déguisés, qui sont sur des chars hyper richement ornés, avec de l'or, avec des soies, avec des couleurs. Tout un christianisme, et catholicisme même précisément, parce qu'il faut le distinguer du protestantisme, qui se donne à voir, qui parle au sens, qui est un univers du sensible et même du plurisensible, si je peux m'exprimer ainsi, puisqu'on titille les yeux, on titille les oreilles, on titille même l'odorat, l'encens, l'odeur des fleurs, la musique omniprésente, les feux d'artifice extraordinaires. Je peux vous décrire des feux d'artifice de cette époque où on imagine des châteaux. De quelle époque on parle? Alors on est au début du XVIIe siècle, en fait, juste au moment où dans nos régions, qui sont des régions de frontières de catholicité, c'est-à-dire ces régions où on a des protestants au nord, du côté de l'Allemagne, du côté des Provinces-Unies, c'est-à-dire l'actuelle Hollande, un moment où il faut définir une identité forte, un moment où on se présente comme une citadelle, un bastion. Et ce début du XVIIe, on va dire jusqu'au milieu XVIIe, encore un peu après, consiste précisément à afficher une identité exacerbée. Et l'Église était branchée pyrotechnie alors au XVIIe siècle? Elle l'était depuis un petit temps en fait, depuis au moins le XVIe. On a quelques éléments déjà au XVe, qui était une pyrotechnie qui n'a rien à voir avec la pyrotechnie actuelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans « oh, la belle bleue, oh, la belle rouge », mais on est dans des structures qui par exemple peuvent représenter un château d'hérésie, où on voit Luther, Calvin et d'autres hérétiques présents sur les bastions et les tourelles de ces châteaux, mais le château est rempli de poudre à canon et un sauveur catholique arrive avec son chalumeau et met le feu, c'est un exemple parmi d'autres, au château d'hérésie qui ainsi explose. On voit vraiment un discours de l'exacerbation, un discours de l'hyperbole, si vous voulez. Ce domaine de recherche-là, par exemple, est une bonne porte d'entrée sur ma prochaine question. Parce que vous en parlez de façon merveilleuse, vous nous racontez une histoire. Pour pouvoir la raconter, vous avez dû pouvoir la documenter, donc travailler dessus. Mais au-delà de ça, c'est quoi l'enjeu? Par exemple, quand on fait de la recherche en histoire, quel est l'enjeu derrière tout ça? De pouvoir reconstituer tout ça, de pouvoir me raconter cette belle histoire d'une façon très bête, très pragmatique. À quoi ça sert? Alors, il y a, je dirais, plusieurs manières de voir ce qu'est l'histoire et l'intérêt de l'histoire. On dit très souvent l'histoire elle est historia magister vitae. C'est un peu pédant, mais c'est-à-dire l'histoire elle est maître de vie. Et c'est la manière dont on voyait l'histoire à la période que j'étudie, au XVIIe siècle. C'était la devise récurrente, historia magister vitae, l'histoire maître de vie. Pour beaucoup, l'histoire elle est mémoire. Et on pense à la Shoah, et on voit bien toute une série d'associations et d'institutions actuellement à Liège qui justement montrent que l'histoire elle est mémoire. Mais l'histoire elle n'est pas que mémoire. Et ça j'y tiens beaucoup. L'histoire c'est aussi une connaissance du passé. Une connaissance du passé qui nous permet, je pense, d'éclairer le présent, sans pour autant passer par le phénomène mémoriel, qui est une compréhension d'enjeux, de phénomènes, de modes de vie, de modes de pensée qui sont essentiels si l'on veut comprendre qui on est aujourd'hui. On est les héritiers. Des mises en perspective. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, interrogez n'importe qui, interrogez un sociologue, un anthropologue, voyez les journalistes, chaque tentative de compréhension du présent commence toujours par une volonté de contextualisation, par un retour aux causes et au passé. Et on a un métier qui est essentiel pour ça. Il permet de replonger aux racines, il permet d'éclairer notre présent, j'en suis convaincue, même si on travaille sur des périodes très anciennes. Vous avez évoqué la Shoah. Oui. On sait que les historiens qui travaillent sur la Shoah ont beaucoup de travail, justement, en tout cas ont une grosse visibilité médiatique. Oui. Là, plus récemment, c'est la Première Guerre mondiale qui a donné son lot à énormément de médiatisation.
J'ai l'impression qu'il y a des sujets qui sont plus vendeurs que d'autres, si je puis dire, en histoire. Est-ce que c'est facile d'exister dans le monde académique quand on a des sujets plus pointus tels que les vôtres, par exemple? Alors, je pense que c'est même très facile d'exister dans le monde académique avec des sujets dits pointus ou peut-être moins grand public. Peut-être qu'on aura une fonction sociale moins immédiatement visible que les spécialistes de la Grande Guerre ou de la Shoah. Néanmoins, il y a aussi des anniversaires importants pour ma période. Rappelez-vous, en 1989, on a célébré la Révolution française. On célébrera tôt ou tard les 500 ans des 95 thèses de Luther, qui est l'époque de l'éclatement du christianisme entre catholiques et protestants que j'évoquais tout à l'heure. Des anniversaires, il y en a tout le temps, et des anniversaires qui peuvent devenir socialement utiles, il y en a tout le temps. Maintenant, dans nos milieux académiques, travailler sur des sujets qui ne sont pas des sujets vendeurs est tout aussi utile, important et nécessaire, et on a une véritable reconnaissance puisqu'on participe à notre manière, peut-être de manière plus discrète, mais à une meilleure compréhension du passé, et à ce titre-là, on a tout à fait notre place. Pour conclure, Annick Delfosse, je voudrais vous poser une dernière question. Je crois savoir qu'il y a quand même, c'est une branche qui fonctionne bien, l'histoire, à l'université. Vous avez pas mal d'étudiants, je ne sais pas combien exactement, vous pouvez nous le dire, mais on sait aussi que des historiens, des gens qui travaillent dans l'histoire en tant que telle, il n'y en a pas tant que ça. Du coup, on sait qu'on est en période de crise, qu'on nous dit qu'il faut absolument miser sur des métiers à déboucher. Les gens continuent à venir en histoire. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, les étudiants, auprès de vous, au département des sciences historiques? Alors, je pense qu'il y a une partie de rêve, ce métier un peu fabuleux. Un peu Indiana Jones et Da Vinci Code, si vous voulez. Et puis progressivement, quand ils rentrent dans le métier, parce que je pense que beaucoup d'entre eux sont très surpris par ce qu'est le métier, justement. Ils arrivent en étant passionnés par le Moyen-Âge. Certains d'entre eux ont passé leur adolescence à faire de l'heroic fantasy, des jeux de rôle. Ils ont lu toute une série de romans ou de récits de science-fiction qui sont très nourris d'épopées médiévales. D'autres sont passionnés de l'époque contemporaine. Donc ils arrivent avec une part de rêve. Mais je pense que progressivement, ils se rendent compte que ce qu'ils vont acquérir dans cette formation historique, c'est toute une série de savoirs, certes, mais ils sont importants, mais aussi une série de savoir-faire, de compétences. Alors on parle beaucoup de critique, c'est vrai que c'est un terme qui est peut-être galvaudé, mais qui reste néanmoins vrai. Ils sont capables de regarder un texte, de l'analyser, véritablement d'en saisir tous les enjeux, toutes les nuances, d'en déjouer les pièges. Ils acquièrent aussi une capacité à rassembler rapidement et aisément de l'information. Ils acquièrent une capacité à analyser, à synthétiser, à comparer, à comprendre. Je pense aussi qu'ils ont une très très belle ouverture d'esprit, et puis surtout ils sont formés à la rigueur, à la méthode, et du coup ça en fait des jeunes adultes prêts à rentrer dans le monde actif avec pas mal de compétences. Alors c'est vrai, peu seront historiens. Et au-delà des compétences, oui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, vous l'avez évoqué un peu à travers le rôle de l'histoire, une recherche de sens dans un monde oui, où on est peut-être un peu en perte de repères, en perte d'équilibre? Est-ce que finalement dans l'histoire, ces étudiants ne viennent pas chercher des racines et des... Vous avez tout à fait raison. Je pense qu'en effet, ils viennent chercher chez nous des clés sur un passé, mais des clés aussi sur un présent, pour essayer d'éclairer ce présent, et que c'est probablement une de leurs principales motivations, du moins j'espère. Annick Delfosse, merci. Je vous en prie, c'était un plaisir. Et puis merci pour le café. Je vous en prie.